Salut à tous, c'est Jean-Charles et bienvenue dans un nouvel épisode de votre web-série préférée. Je vous conduis vers un nouveau monde pour cette saison 4. On va voir d'ici quelques instants qui va me rejoindre dans cet aéronef. Mais on va voir d'abord où est-ce qu'on a posé notre vaisseau amiral, dans quel département. Et nous sommes dans le 29, dans le Finistère. Je vous conduis vers un nouveau monde saison 4. C'est maintenant, c'est parti. C'est un homme et il s'agit d'Alban Boyer. Bonjour Alban. Bonjour Jean-Charles. Installez-vous. Bienvenue dans le Finistère, Oui, là où tout commence. Là où tout commence. Donc on est à l'Anilis, plus exactement. On va parler du groupe, parce que c'est un groupe et on va voir pourquoi on dit le groupe Trécobat. Vous êtes le PDG, Alban, après avoir été le directeur général pendant 15 ans. Nouvelle fonction en avril 2021. C'était la suite logique ? C'était la suite logique. Je suis arrivé en 2009 en fait. Ouais. Dès 2010, j'ai pris la conduite de l'opérationnel. Marcel Tréguer, président fondateur, en 1972, m'a accompagné dans cette transition tranquillement. Ouais. Il est toujours là, de temps en temps d'ailleurs. Il est bienvenu au bureau et avec grand plaisir, on repartage des sujets. Mais à un moment donné, il fallait aussi que les choses évoluent. Et effectivement, à partir de 2021, j'ai pris la présidence. Alors pour l'extérieur du groupe, forcément de la signification. Sur l'intérieur du groupe, c'était un non-événement puisque Marcel était déjà désengagé depuis quelques années du sujet. Donc c'est, on va dire, une transition réussie. Avant d'arriver, vous l'avez dit, en 2009 au sein du groupe Trécobat, vous faisiez quoi ? J'étais directeur général d'un groupe dans le chauffage qui s'appelait à l'époque CHAM, groupe que j'ai co-créé à l'époque d'une fusion de deux groupes où il a fallu recréer un groupe que moi j'ai repris, que j'ai co-repris et co-créé, et c'est aujourd'hui une filiale EDF qui s'appelle Easy Comfort. Alors je disais le groupe Trécobat, parce que là ici à l'Anilis il y a plusieurs sites, mais on est chez Murs et Bois, l'une des marques. Le métier quand on va sur le site du groupe, c'est construction, aménagement et promotion immobilière. Ma première question, elle est sur toute cette année 2024. On sait que l'immobilier, c'est un peu compliqué. Comment ça se passe pour vous et comment est l'activité du groupe ? Alors effectivement, pour faire une synthèse, le marché français il est à peu près à moins 35. Quel secteur d'activité est capable d'absorber cette baisse, sachant que déjà l'année d'avant, nous étions à moins 25. Donc on fait moins 35 sur moins 25. Le marché de la maison individuelle français, c'est à peu près 120 000 maisons par an. On en est à 49 000 là. Donc ça montre un peu l'ampleur des dégâts. Nous, on est positionné sur, je dirais, le milieu de gamme, donc pas le primo-accédant. C'est le primo-accédant qui aujourd'hui n'a plus le budget pour acheter une maison et qui est sorti du marché. C'est à peu près un client sur deux. Donc effectivement, les volumes ont baissé. Nous avons baissé dans nos constructions traditionnelles, mais par contre, nous avons un segment qui est en forte traction, qui est la maison bois, qui est tout l'univers du bois, parce qu'il répond à la réglementation environnementale déjà, parce que aujourd'hui les jeunes qui veulent acheter des maisons par conviction, il y a une affinité sur le bois. Et donc tout ça pour dire que c'est un segment qui est en croissance, qui fait au bout de tout ça en fait que nous finissons l'année là à peu près à moins 8 quand le marché fait moins 35. Et en plus on est allé chercher d'autres segments de compensation pour compenser ce contrat de construction qui était en réduction, au travers d'offres du type petit cocon, par exemple, au travers d'offres que l'on a à destination des bailleurs sociaux, qui fait que globalement, notre chiffre d'affaires qui va arriver sera à peu près étal par rapport à une moins 1 et qui est une très grosse performance déjà sur le marché. Il sera de combien du coup ce chiffre d'affaires ? À peu près 200 millions. Sur le site marqué 500 collaborateurs, on est toujours dans cette moyenne-là ? Absolument, on est entre 500 et 520 collaborateurs. Et il y a un réseau d'agences ? Absolument. Alors notre territoire d'action est plutôt la zone atlantique, c'est-à-dire que on est en Bretagne, on est en Loire-Atlantique à Nantes, on est à La Rochelle, Royan, et on passe tout de suite après à Toulouse. Donc on est sur l'arc atlantique, là où en fait finalement il y a une démographie positive et une activité économique. C'est ça nos drivers, puisque c'est ça qui pousse le besoin de logement, et c'est là où on doit apporter des réponses. On l'entend dans toutes les grandes métropoles, effectivement, ce besoin de logement. Comment on arrive à contrecarrer des fois les volontés, on va dire, des administrations publiques qui sont plutôt de freiner les permis, parce que vous faites de la construction mais aussi de la promotion immobilière. Comment on arrive justement à se réinventer ? Alors c'est quelque chose d'assez compliqué, déjà parce que depuis maintenant quelques temps, on a beaucoup de ministres qui se succèdent. Il n'y a pas de politique du logement en place. Nous sommes des acteurs du temps long.
C'est-à-dire que nous avons besoin de visibilité pour investir dans des projets. Pour sortir un immeuble, par exemple, c'est entre 3 et 5 ans. Pour sortir une opération d'aménagement avec tous les recours, c'est parfois 10 ans. Donc vous imaginez qu'entre le début de l'intention et la réalité, quand il se passe 10 ans, le monde a pu beaucoup changer. Et donc on demande qu'il y ait une vraie politique là-dessus. On ne demande pas des subventions ou des aides, on demande simplement qu'il y ait une politique qui permette d'orienter les choix des Français. Et nous, notre métier, c'est dans ce cadre réglementaire d'apporter les bonnes réponses. Alors, le premier, c'est la ZAN, puisque zéro artificialisation nette, c'est ce qui va nous contraindre dans les années qui viennent avec les collectivités. On va réduire par 2 la consommation foncière sur les 10 ans qui viennent par rapport aux 10 ans passés. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on réfléchisse sur de la densité, que les formes urbaines évoluent, et donc d'une maison qu'on construisait il y a encore 5 ou 6 ans, peut-être avec 1000 mètres carrés de terrain, on faisait le tour de sa maison. C'est un modèle qui est un peu fini. On va plutôt sur des terrains de 300 à 400 mètres carrés, plutôt sur des formes plus denses, plus urbaines. Et donc tout ça, c'est le travail de l'ingénierie du groupe et du bureau d'études pour répondre à ce type de sujet. Et puis on a aussi des collectivités qui vont aussi lancer des appels à projets sur des zones parce que c'est une friche qu'il faut reconstruire. Et là, l'ensemble des compétences du groupe sur la maison individuelle, sur le collectif, sur la réponse produit avec Ticocon, apportent l'ensemble des briques qui permettent de bien répondre à l'attente de la collectivité dans le logement de ses habitants, mais également les usages, puisqu'on peut faire aussi un cabinet médical, par exemple. Vous l'avez dit, avec les volontés, en tout cas, des consommateurs de changer un peu le fusil d'épaule par rapport à il y a 15, 20 ans, ou peut-être même moins, avec ces maisons bois, parce qu'on a forcément un questionnement totalement différent sur l'aspect et l'impact environnemental que sa maison peut avoir. Vous êtes très engagé dans cette démarche RSE. Il y a un film qui est très bien fait d'ailleurs sur votre site, c'est l'Agenda 2030, avec 7 axes, 7 piliers: les clients, l'environnement, l'égalité des chances, la qualité de vie au travail, l'implication, la stratégie. Ce projet d'entreprise, il a été décidé par l'ensemble des collaborateurs, par vous, vous êtes fait aider, mais comment on arrive justement à ressortir justement un agenda 2030? Alors déjà, le rôle du dirigeant, c'est pas de tout décider. C'est de donner une vision, de partager un cap et d'amener la réflexion collective à ce qui a été posé ici. En fait, dans beaucoup d'entreprises, on a des gènes. J'ai récupéré Tricobat qui avait déjà un terreau assez fertile, qu'il a fallu animer, driver et coucher les choses. Finalement, on faisait déjà pas mal de choses sans le savoir. On a couché ça de façon à donner de la visibilité à l'extérieur de ce que nous faisions. Et en plus, ça répondait aux enjeux réglementaires et aux enjeux également de nos prospects, de nos clients. Donc c'est bien un travail collectif où dans toutes les sphères de ce qui a été évoqué, on a travaillé avec un certain nombre de collaborateurs pour écrire ça. Ça n'est pas ce qu'on peut appeler parfois du greenwashing, parce qu'il y a un vrai engagement. C'est vrai qu'il faut faire très attention à ça, parce qu'entre l'écrire et le faire, il y a quand même un fossé. C'est pour ça que je le mentionne, et que vis-à-vis de nos banques, on restitue notre taux d'effort tous les ans au travers d'une réunion que l'on a avec eux, et tous les partenaires de l'entreprise, qui sont les parties prenantes à cet effort, mais nous avons fléché les choses, et nous, notre axe de décarbonation, c'est moins 35% en 2030. C'est important, surtout pour une entreprise du bâtiment, mais on a mis en place tous les leviers pour y être. On est plutôt confiant pour aller à cet objectif. Comment on l'atteint du coup? C'est avec le choix de matériaux, c'est du sourcing de bonnes pratiques? Alors, première chose, d'abord, c'est le sujet de la décarbonation. Quand on fait une maison bois plutôt qu'une maison traditionnelle, on a un impact d'à peu près 25% en moins sur le poids carbone de ce que l'on construit. Nous avons également des activités à carbone négatif, puisque nous avons lancé une activité sur le photovoltaïque, qui était une demande de nos clients. Et donc tout ça génère du carbone négatif dans notre bilan carbone en plus. Donc c'est un axe complémentaire qu'on vient chercher sur tout ça. Et puis je dirais que dans toutes les activités que l'on a, c'est animé par ce sujet de décarbonation. Donc quand on fait de la promotion immobilière, on y met toujours du bois, soit dans les attiques à l'étage, soit en tout bois. Mais en tout cas, on a ça et ce savoir-faire et on l'utilise à plein. Il y a encore quelques années, on disait que le bois était un peu plus cher qu'une maison traditionnelle. Est-ce que c'est toujours le cas? Alors, j'irais objectivement, on peut dire ça. L'exigence d'outils industriels comme on a, les 2 usines, c'est de faire en sorte que la productivité des usines, l'organisation des usines nous permettent d'aller chercher quasiment un prix équivalent au prix traditionnel.
En fait, quand on regarde juste, et souvent c'est comme ça qu'on travaille, on regarde le prix de la matière, le prix de la main-d'œuvre quand on construit. Ouais. Mais aujourd'hui, à peu près depuis 10 ans, le prix des études et tout ce qui est connexe à la construction a pris beaucoup d'ampleur. C'est quasiment un tiers du prix de revient. Quand vous faites un bilan carbone, une étude thermique, et toutes les autres choses réglementaires, c'est quelque chose qui pèse lourd. Nous avons beaucoup digitalisé notre organisation, vraiment fait de l'automatisation là-dessus, qui nous permet, quand on est industriel avec le digital, d'amoindrir cette phase-là et qui permet de compenser ce qu'effectivement et la main-d'œuvre et les matériaux coûtent plus cher dans le bois. Mais nous, sur le côté frais de structure, on a largement réduit le sujet. Ce qui fait qu'on est très performant en bois par rapport au traditionnel. D'ailleurs, vous le mettez sur le site, c'est marqué constructeur d'innovation. Donc on le sent bien que ça passe par cette digitalisation, mais aussi par ces nouvelles marques. Ticocon, par exemple. Comment est venue l'idée de créer cette marque? Ticocon, en fait, ça part d'un constat depuis plus de 10 ans, où en fait, on a des gens qui, en groupe d'amis, commencent à vieillir, réfléchissent en disant on aimerait bien veiller ensemble, mais pas dans une structure EHPAD, on veut vraiment que ce soit notre structure. Et donc, on a trouvé un terrain, monsieur le constructeur, mais il faudrait que vous nous réalisiez votre projet. Ah bon, donc vous êtes combien? 5 couples? D'accord, très bien. On regarde le terrain, on commence à concevoir les logements, mais on dit mais comment vous allez faire pour les acheter? C'est une structure juridique qui est créée, c'est une SCI. Là commencent les débuts des ennuis dans la réflexion, quand on n'est pas habitué. Le financement, la structure juridique, et pourquoi ma maison est au nord et lui il est au sud, pourquoi moi j'ai que 2 fenêtres et lui il en a 3. C'était ce genre de discussion. En fait, sans doute qu'on s'y prenait mal dans la lecture de ça, parce que le logement senior que nous avons conçu, ça doit être des logements occupés par des locataires si on veut pérenniser la destination du logement. Quand on discute avec une collectivité, parce que c'est ce biais-là qu'on a pris, pour dire vous avez des anciens qui habitent à la campagne, la maison est trop grande, les enfants sont partis, ils veulent revenir dans le centre-bourg, mais avoir leur logement individuel pour aller à pied faire leurs courses, aller chez le médecin ou le pharmacien. Et garder l'autonomie. Et l'objet de Ticocon, c'est ça, c'est ce sujet-là. Et donc, en faisant ça avec une mairie et en apportant juste le côté locatif, eh bien, vraiment, c'est un vrai succès. Il y a un vrai engouement autour de ça, parce que les logements sont ultra agréable à vivre et on a de la demande, on est débordé un peu de partout. On continue à parler service avec Nestor. On est vraiment sur de la domotique là? Alors on est bien plus large que ça. Déjà, on parlait sur les engagements environnementaux de l'effort collectif. Il y a 7 ans, nous avons réuni 230 collaborateurs en groupe de 10 personnes pour poser le parcours client chez Tricobat. En fait, on était à plein sur le volet du digital. Beaucoup de startups venaient nous voir pour dire « moi je fais ci, moi je fais ça », mais comment les intégrer dans une entreprise comme l'autre? Eh bien, on a mis au point, on a couché le parcours client chez Tricobat, que nous avons digitalisé. C'est dans Nestor que nous l'avons fait. Et donc, quand on a eu à un moment donné une entreprise qui dit bah, « moi je suis capable de générer des images intérieures sur de la décoration d'intérieur », eh bien, dans Nestor, on vient greffer ce sujet pour générer les images. Et donc, c'est vraiment la colonne vertébrale, parce que le parcours client est assez long, du prospect jusqu'à la vie dans la maison. Il y a beaucoup d'étapes. Nous avons la signature électronique embarquée, un coffre-fort numérique. Ça propose beaucoup de choses. Le choix des matériaux à l'intérieur de sa maison, son carrelage, ses portes, tout ça est fait dans Nestor aujourd'hui. Et donc, c'est une vraie puissance de l'outil qui permet de digitaliser tout ce parcours. On va parler labels et certifications, puisque forcément, vous répondez aussi à des normes et à des critères. J'étais assez étonné de voir que vous étiez labellisé French Fab. D'avoir ce label, pour vous, c'était obligatoire. C'est gage de qualité, mais surtout de fraternité aussi, avec un écosystème local ou régional. Ouais. En fait, nous, notre métier, c'est le bâtiment. Les pieds dans la boue sur un terrain. Donc, c'est vrai que naturellement et spontanément, on ne dirait pas que Tricobat, c'est un industriel. Et bien, pour autant, aujourd'hui, nous sommes un des industriels français qui, dans le domaine de l'ossature bois, a un excellent savoir-faire. Comment le faire savoir vis-à-vis d'autres personnes de l'industrie? C'est bien d'avoir cette identification et cet estampillage French Fab, puisqu'effectivement, dans les listings ou dans les choses qui partent, nous sommes invités à des choses liées à de l'industrie. Nous sommes aujourd'hui dans un accélérateur BPI sur la filière bois. Tout ça a sans doute cette connexion, en fait. C'était pour donner, encore une fois, de la visibilité au monde industriel qui ne venait pas nous côtoyer, et pour autant, on était à la recherche de plein d'échanges. Produit en Bretagne, bon ça. Alors moi, naïvement, je pensais que produit en Bretagne, il y a très longtemps, c'était réservé à l'agro. Mais en fait, pas du tout. C'est toutes les marques bretonnes peuvent être certifiées avec ce phare jaune et bleu. C'est vrai. Alors, c'est le collège service. C'est vrai que vous avez raison, ça a démarré dans l'agro. Mais très vite, on déborde sur tout le reste. Nous sommes en Bretagne, nous sommes fiers d'y être.
au bout du Finistère, et nous sommes fiers de notre appartenance. Et donc, il était assez naturel pour nous d'avoir cette labellisation, cette adhésion, notamment en plus pour quand on fait des maisons bois et qu'on les envoie en Toulouse, quoi. Ouais. On est content de voir que c'est produit en Bretagne, que ça descend à Toulouse ou que ça part à Paris. C'est un vrai sujet pour nous d'appartenance, c'est une vraie singularité. Et puis surtout, après, quand on défend l'emploi local, l'achat local, les filières courtes, eh bien, ça a beaucoup de sens. Nous, on a une réponse logement à une association qui représente plus de 100 000 salariés aujourd'hui. On va parler sport aussi, parce que votre ADN, il est aussi ancré dans le sport avec l'accompagnement de plusieurs clubs bretons. Il y a l'US Concarneau qui est en foot, en Ligue 2. Ils étaient en national, mais ils sont montés en Ligue 2. Il y a le FC Lorient, il y a le Brest Handball, club féminin qui est un des meilleurs clubs d'Europe. Le rugby, avec le RC Vannes qui est en top 14 cette année. Colomiers également. Puis il y a le basket, la voile et le vélo. Où il m'avait dit que le vélo, c'était votre sport. C'est mon sport. Cette volonté justement d'accompagner aussi, d'être présent avec ces acteurs locaux du sport, c'est une obligation? En fait, c'est un plaisir. C'est assez naturel pour nous. Pourquoi? La première des choses, c'est que l'exigence du sport porte beaucoup de valeurs qui, dans notre métier, de la vente à l'exécution ou à la livraison de la maison, est une vraie épreuve, longue, exigeante, pour apporter de la satisfaction à notre client. Et je peux vous dire que la vie d'une construction, c'est pas qu'un parcours extrêmement simple. Donc notre métier, c'est de prendre ça. Et je dis souvent à des collaborateurs que je recrute, je leur dis bienvenue en Ligue 1, pour prendre une image du foot, et vous jouez en haut du tableau. Donc soyez à la hauteur de nos ambitions. Parce que c'est cette exigence-là que l'on attend de nos collaborateurs. Et donc de faire partager ces valeurs au travers de tous nos partenariats, c'est un premier point extrêmement important. Le deuxième point que l'on aime bien, c'est qu'on a un partenariat, mais lorsqu'il vit, ça a beaucoup plus de sens. Et donc, derrière chaque partenariat que nous avons des collaborateurs impliqués qui font vivre ce partenariat localement, puisque c'est ça qui a du sens. C'est ça aussi qui nous permet de récupérer des prospects, des gens qui vont dire moi je veux faire une maison, on est là, etc., etc. Vous voyez que derrière, le vélo transpire pas beaucoup dans nos partenariats parce que c'est une modeste participation, mais je suis très proche de l'équipe Arkea, Samsic en vélo. Je vais faire de temps en temps 1 ou 2 rides par an avec eux. Donc c'est exigeant aussi. Mais je le fais pas et je le fais pas transpirer partout dans l'organisation. Et puis le dernier point qui nous caractérise également sur le sport, c'est que nous avons un club interne qui s'appelle le Team Tricobat, dans lequel il y a une section course à pied, une section vélo, et où au travers de ça, on paye beaucoup d'inscriptions à des collaborateurs. Je prends un marathon de Paris par exemple, on a souvent 25 ou 30 collaborateurs qui y vont. Je gardais le Stade Brestois pour la fin, puisque vous êtes partenaire depuis 30 ans. C'est génial quand même ce que vous avez vécu l'année dernière. C'est extraordinaire, puisque d'une équipe qui, il y a 2 ans, on se disait qu'est-ce qu'on allait en faire. D'un seul coup, il y a un entraîneur qui arrive à... C'est là la dynamique du collectif. On voit bien la force de ce collectif qui nous a fait vivre une saison extraordinaire l'année dernière. Et effectivement, c'est un truc incroyable. Brest est en Coupe d'Europe, donc c'est forcément localement quelque chose d'extrêmement important. On a parlé du sport. On va terminer aussi sur le fonds de dotation, parce que le sport, c'est bien, mais être au service aussi des transitions sociétales et environnementales, c'est important. Vous avez créé un fonds de dotation qui est abondé de 400 000 euros pour les 5 prochaines années. Alors voilà, ça doit donner 400 000 euros au bout, parce qu'en fait, on abonde tous les ans. Encore une fois, on fait partie du milieu local, en fait. Le logement est au cœur de tout. Donc effectivement, lorsqu'on peut aider localement quelque chose qui correspond à ce fonds de dotation, on est content de le faire, et nos collaborateurs sont contents de le faire. Donc là-dessus, il y a un comité qui statue, il y a des présentations de projets et on arbitre un petit peu les choses. Compte tenu de l'objet économique que l'on représente, on est régulièrement sollicité directement là-dessus, et effectivement, c'est une façon d'orienter, ou en tout cas de renvoyer sur ce fonds de dotation pour dire, nous on a réfléchi un peu en amont, on a une maturité sur la lecture des choses que l'on veut faire, et d'autres qu'on ne peut pas faire parce que ça sert pas, ça rentre pas dans le côté fonds de dotation. C'est comme ça en tout cas qu'on a irrigué ça. On arrive à la fin de notre échange, Alban. C'est quoi la suite? On a parlé de cet agenda 2030, mais 2030 c'est quasiment demain. C'est quoi la suite en termes de stratégie, en termes de volonté, d'ambition pour le groupe Tricobat? En 2009, quand je suis arrivé, nous étions simplement un constructeur de maisons individuelles, et c'est pas du tout péjoratif, très positionné dans le Finistère. Et je n'ai eu de cesse que de répartir nos risques, et surtout que l'ingénierie du groupe qui était là au sein du groupe, avec une polyvalence incroyable, nous avons dérisqué nos segments. Nous avons aujourd'hui 4 pôles: le pôle construction, le pôle aménagement et promotion, le pôle industriel et le pôle service. Notre ambition est de faire grandir ces 4 pôles
pour qu'effectivement on soit serein et que la répartition de nos activités soit au sein de ce groupe-là apporte beaucoup de choses aux uns aux autres, parce que chaque pôle apporte des choses. Et donc je souhaite qu'on continue à grandir là-dessus et qu'on ait des collaborateurs épanouis au travers de l'aventure que nous vivons. Est-ce que vous êtes un patron heureux? Oui, bien Ouais, sûr. ouais. Passionné. Passionné? Passionné. Ok. Ce sera le mot de la fin, la passion. Alors, c'est ce qu'on retiendra de l'échange, c'est ce qui a transpiré en tout cas des réponses que vous avez faites à mes questions. On était ravis de vous avoir avec nous dans cette aéronef. Ouais, on ne fait pas ça dans nos usines, mais ça va donner des idées. Ça peut donner des idées. Merci beaucoup Alban Boyer, PDG du groupe Trecobat. On va se retrouver nous très prochainement pour un nouvel épisode de votre web-série préférée Je vous conduis. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. À bientôt, bye bye. Je vous conduis vous a été présenté par le CIC West.